Peu avant sa mort, Johanna Brauers confie un secret à ses enfants. Dans le bureau de leur père décédé se trouve depuis de longues années une chemise cartonnée. Elle contient des photos qui le montreraient sous un jour nouveau. Hans Brauers craint le pire. Il sait que son père a servi dans la SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les images qu'il découvre en dressent un tout autre portrait. On était perplexes. On ne le reconnaissait pas, comme si c'était un étranger. La photo la plus étonnante le montrait assis sur le siège passager d'une voiture, pistolet mitrailleur à la main. C'était en Italie. Il semblait participer à une espèce de grande célébration et il était manifestement aux premières loges. Il n'en avait jamais parlé, ni à moi, ni à ses autres enfants, ni à mes propres enfants, ni à ma femme. C'était un secret qu'il a gardé toute sa vie. Voici l'histoire de Heinz Brauers, Rudolf Jacobs et Walter Fischer. 3 soldats allemands mobilisés pendant la Seconde Guerre mondiale qui, un jour, ont décidé de changer de camp. Un choix qui a transformé leur vie à jamais. Italie du Nord, fin de l'été 1943, entre le piémont des Alpes et la plaine du Pô. L'Allemagne a dépêché près d'1 million de soldats dans la péninsule pour contenir l'avancée des forces alliées, mais aussi pour désarmer les troupes royales italiennes, devenues des ennemis depuis que la monarchie s'est rangée aux côtés des Alliés. Hitler est fou de rage. Die deutsche Wehrmacht kämpft im Süden des Kontinents, nunmehr frei von allen Hemmungen, weiter für die Freiheit Europas. Un an plus tard, en 1944, la ligne de front passe par la Toscane et s'étend d'une côte à l'autre. Soldats allemands et alliés se livrent à des combats acharnés. Auf den oberitalienischen Straßen liegt die deutsche Flagge in ständigem, schwerem Kampf mit amerikanischen Bombern und Tieffliegern. Bei den Kämpfen im Raum von Florenz hat sich Marineflagge besonders bewährt. En parallèle, les partisans italiens mènent des actions de guérilla contre la Wehrmacht et les fascistes qui se sont rangés du côté des Allemands. De plus en plus d'unités sont massées sur la ligne de front. L'état-major allemand s'attend à une offensive alliée par la mer. Les côtes sont fortifiées et sont hérissées de positions d'artillerie. Rudolf Jacobs est un soldat sur le front italien. Originaire de Brême, il a débuté sa carrière professionnelle dans la marine marchande durant les années 1930, avant de faire des études de génie civil. Il est marié et père de 2 fils lorsqu'à l'automne 1943, il est envoyé dans le petit village côtier de Lerici pour superviser la construction des fortifications. L'officier de marine n'a pas à se plaindre de son cantonnement. Avec une poignée de camarades, il réside dans une villa sur les hauteurs de Lerici. Il est à gauche sur la photo. Claudia Höft est la petite fille de Rudolf Jacobs. Accompagnée de son beau-fils, elle s'est lancée sur les traces de son grand-père en Italie. La villa est actuellement transformée en musée, mais les meubles de l'époque sont toujours en place. J'ai une photo où on les voit assis exactement à cette table. Ils sont en train de manger.
On a l'impression qu'ils fêtent quelque chose. Ça me questionne énormément. Qu'est-ce qu'ils pensaient? Ils sont arrivés en conquérant, ils ont réquisitionné cette belle villa, ils devaient se sentir forts et puissants. Ils étaient les maîtres, en tout cas, c'est ce qu'ils croyaient. J'ai du mal à voir la beauté ici. Je pense au contexte, aux raisons pour lesquelles ces hommes, dont mon grand-père, sont venus s'installer ici. Et ça, c'est tout sauf beau. Mais le soldat Rudolf Jacobs n'était pas un occupant comme les autres. À Lerici, on se souvient de cet homme qu'on appelait le buon tedesco, le bon allemand. L'officier ingénieur défend notamment les intérêts des ouvriers italiens pour qu'ils soient correctement payés. Un comportement qui n'échappe pas aux partisans locaux. Et si cet Allemand pouvait leur être utile un jour? Joachim Fischer a toujours eu une relation difficile avec son père, Walter. Il est en Italie pour en apprendre plus sur lui et peut-être s'en rapprocher un peu. Joachim Fischer a rendez-vous à Rollo avec Matthias Durchfeld, un historien allemand qui réside depuis de longues années dans cette petite commune de la plaine du Pô. Il connaît bien l'histoire du père de Joachim. Voici la photo. Elle aurait été prise 5 jours après la libération, le 30 avril. On voit la foule qui accompagne les partisans tombés au combat. C'est la même rue. Il s'agit des partisans tués lors du massacre? Exactement. Ceux de l'unité Aldo, celle de ton père. Ça veut dire qu'ils se dirigent vers le cimetière, vers là-bas. Je ne pensais pas qu'on retrouverait l'endroit exact. Walter Fischer vient d'une famille de sociodémocrates. À 16 ans, il suit un apprentissage de lithographe. Il rêve de devenir artiste. Il est enrôlé dans l'armée au début de la guerre et se fait rapidement remarquer par ses actes d'insubordination. En France, il refuse de répondre au salut hitlérien. Il refuse même une promotion au grade supérieur. Blessé sur le front russe, il est transféré en Italie à l'été 1943 et rejoint une unité topographique. D'après les témoignages, il était très proche de la population. Je pense qu'il peignait déjà beaucoup. Sur cette photo, on le voit réaliser le portrait d'un homme assis sur une chaise. Derrière lui, un groupe de villageois et un soldat le regardent. L'unité est stationnée à Torri del Benaco. La petite localité sur le lac de Garde ne possède pas de caserne et les soldats sont logés chez l'habitant. Walter Fischer va rapidement se lier d'amitié avec les Italiens. Il y avait des contacts avec la population locale. Comme il n'y avait pas de caserne, les soldats prenaient leurs repas dans les auberges. Il pouvait arriver que l'un ou l'autre lâche une phrase un peu critique et que les gens du coin se disent « on peut peut-être s'entendre avec lui ». La conduite des soldats allemands n'était pas homogène. On pouvait être un occupant en uniforme nazi sans pour autant se comporter en criminel de guerre. Hans Brauers cherche également à retracer le parcours de son père en Italie. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il était à Turin pendant la dernière année du conflit. Heinz Brauers est issu d'une famille d'ouvriers. Tandis que ses frères aînés sont engagés dans l'armée de l'air, il décide de devenir policier. Son père l'y encourage en lui disant qu'ainsi, il sera assuré de garder son emploi une fois la guerre terminée.
En 1943, de nombreuses unités de police sont intégrées à la SS. Heinz Brauer s'est incorporé au 15e régiment de police SS. Au printemps 1944, son unité est transférée à Turin. Sa mission ? Combattre les partisans avec l'aide des fascistes italiens. Dans le jargon nazi, on appelle cela la lutte contre les bandits. Der Kampf gegen Banden hat seine eigenen Methoden. Hinter großen Felsbrocken haben sie ihre letzte Zuflucht gesucht. Nun, da ihnen der Weg abgeschnitten ist, nehmen sie die Hände hoch und ergeben sich. Dans le nord et le centre du pays, les montagnes servent de refuge à ceux qui ne veulent pas combattre pour les fascistes italiens et qui craignent d'être envoyés en Allemagne pour le service du travail obligatoire. Ils sont peu nombreux au début, mais leurs rangs grossissent rapidement. C'est ainsi que naît le mouvement des partisans, la Resistenza, qui va progressivement se structurer. Au début, on compte quelques petits groupes de partisans, essentiellement dans le centre et le nord. Ils affichent des idéologies très diverses. Il y a des royalistes, des catholiques et le groupe qui se désigne comme partisan communiste et qui va devenir prépondérant. Beaucoup de personnes décident de rejoindre la Resistenza et partent dans les montagnes. À partir du printemps et de l'été 1944, le mouvement devient vraiment conséquent et il va compter plusieurs centaines de milliers de combattants à la fin de la guerre. Il est très difficile de donner des chiffres précis parce que la notion de partisan est relativement floue. À partir de quand fait-on partie du mouvement? Il est délicat d'établir des statistiques. Sur le lac de Garde, le cartographe Walter Fischer semble avoir noué très tôt des contacts avec les partisans, dans l'optique de déserter. J'ai entendu beaucoup de choses. Je crois qu'il transmettait des plans aux partisans avant même de les rejoindre. Il n'était donc déjà pas d'une grande fidélité à la Wehrmacht. Et puis, il y a eu un incident à Torri del Benaco. L'armée a voulu le mettre en prison, mais il y a échappé en se portant volontaire pour le front. C'est peut-être lié à sa désertion. Il est difficile d'établir les faits avec certitude. Mais Walter Fischer a laissé un certain nombre d'écrits où il évoque ses souvenirs. Malgré des mises en garde répétées, j'avais refusé de traiter les Italiens en ennemis, ce qui m'a valu une sanction de 14 jours d'arrêt à la forteresse de Vérone. Mais il y a eu un retournement de situation. Le sergent-chef d'artillerie m'a conseillé de déclarer par écrit que j'étais prêt à me rendre sur le front, ce qui aurait pour effet de lever ma sanction. J'avais enfin l'occasion de tagliare la corda, de couper le cordon. À peine avais-je fourré l'uniforme dans mon sac à dos et mis des vêtements civils que j'ai entendu des voix d'enfants à proximité. « È travestito » il s'est déguisé. J'ai pu constater que le service de renseignement des partisans fonctionnait bien. Walter Fischer parvient jusqu'à Rollo, où il rencontre Agostino Nasi, commandant d'un groupe de partisans. Le 27 mai 1944, l'ancien soldat allemand devient officiellement un partisan, comme l'attestent des documents. Parmi les hommes incorporés dans la Wehrmacht, tous n'étaient pas convaincus par la guerre nationale socialiste. Mais déserter, c'était encore autre chose. C'était un choix extrêmement difficile et dangereux. Les partisans considéraient chaque déserteur comme un ennemi. Pour les rejoindre, il fallait souvent effectuer une sorte de période d'essai, pendant laquelle on était observé. Et il est arrivé que des personnes qui se disaient déserteurs aient été exécutées. Il faut prendre la mesure de ce que ça représente de faire exactement l'inverse de ce qu'on vous a inculqué depuis 10 ans. Ces hommes se sont jetés à l'eau sans être sûrs de savoir nager, en quelque sorte.
Ce qui a joué, évidemment, c'est que l'Allemagne était en train de perdre la guerre. Le régime nazi s'était construit sur un tissu de mensonges, et tout s'écroulait comme un château de cartes. Les mauvaises fortunes militaires ont ouvert les yeux à certains. Ce qui a pu jouer pour d'autres, c'est les amitiés qu'ils avaient nouées avec la population civile italienne qui souffrait terriblement de l'occupation allemande. Ils faisaient partie de ces forces d'occupation qui martyrisaient leurs amis, et ils ont décidé à un moment donné qu'ils ne voulaient plus participer à ça. Rejoindre la résistance, ce n'est pas anodin. C'est une décision difficile, parce que la vie des partisans était dure et très risquée. Et les déserteurs avaient parfaitement conscience de ce qui les attendait s'ils se faisaient capturer par les Allemands. Ils étaient exécutés. À partir de l'été 1944, l'armée allemande mène des opérations de plus en plus brutales contre la population civile. Le 19 août, des hommes de la 16e division SS débarquent dans le village de San Terenzo Monti pour une action de représailles. Roberto Oligieri raconte à Claudia Höft ce qui s'est passé lors de cette journée fatidique. Tout a commencé dans la trattoria de son père. La famille de mon père vivait au premier étage. Le commandant Raeder et son lieutenant Paul Albers étaient dans la salle du restaurant. Raeder a commandé un poulet rôti pour chacun, et du vin, bien évidemment. C'est pendant ce déjeuner qu'on appelle aujourd'hui le déjeuner de la mort qu'a été scellé le sort de 160 êtres humains, entre poulet rôti et bouteilles de vin rouge. Il faut imaginer l'atmosphère de terreur absolue qui a plané sur ce repas. Bandenbekämpfung im italienischen Grenzgebiet. Die sich noch wehrenden Reste der Banditen werden im Nahkampf niedergemacht. Non loin du village, les SS vont assassiner plus d'une centaine de civils. Les victimes de cette folie meurtrière sont presque exclusivement des femmes et des enfants. Le commandant SS Walter Raeder en a donné l'ordre mais n'y assiste pas. Au moment des faits, il est toujours attablé au restaurant. Mais comment peut-on faire ça? Roberto Oligieri a conservé des photos de l'époque, léguées par son père. Elles montrent des villageois dont aucun n'a survécu au 19 août 1944. Les coupables, ce sont ces SS au visage d'enfants. Tout au long de l'été 44, ils ont assassiné plus de 1000 femmes et enfants rien que dans les environs du village. Seule une infime minorité de ces SS aura à répondre de ces actes devant la justice. Le lieu du massacre a été laissé en l'état, en mémoire des crimes allemands qui ont décimé des familles entières. Les noms des victimes sont inscrits sur une stèle. Quelques kilomètres séparent San Terenzo Monti du petit village de montagne de Canepari. Ce refuge de partisans tient une place importante dans l'histoire racontée ici. Les Italiens fêtent la libération de leur pays le 25 avril. En ce jour de commémoration, des marches sont organisées vers les anciens refuges de la résistance. Des descendants de partisans, des élèves et Carlo Greppi, un jeune historien turinois qui a écrit un livre sur le grand-père de Claudia, se sont donné rendez-vous pour monter à Canepari.
Il y a 80 ans, les partisans y ont caché un Allemand, Rudolf Jacobs. Cette journée lui est tout particulièrement dédiée. Ciao bella, ciao ciao ciao, Ce que je connais de lui, ce sont, entre guillemets, les histoires héroïques. Comment il a déserté, comment il a rejoint les partisans. Voilà ce que je sais de mon grand-père, Rudolf Jacobs. Rudolf Jacobs est porté disparu au début du mois de septembre 1944. Son supérieur écrit qu'il a probablement été enlevé par des partisans, mais garde l'espoir de le retrouver. En réalité, il a déserté. Il vit caché dans une famille le temps que les partisans vérifient ses intentions. Quelques semaines plus tard, il est emmené à Canet-Paris où il intègre leur commando. Rudolf Jacobs est désormais un des leurs. Ben alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina, appena alzato, ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. J'ai entendu dire qu'il y avait plusieurs hypothèses autour des conditions d'arrivée de mon grand-père chez les partisans. Tu peux m'en dire plus? À ce moment-là, les Allemands laissent derrière eux une longue traînée de sang. Il a forcément dû avoir connaissance des massacres perpétrés contre la population civile. Il a vu à quoi ressemblait la guerre que menait son pays sur le territoire italien. Les partisans de la brigade Muccini avaient immédiatement repéré l'insolite comportement de ce soldat surnommé le Bon Allemand, parce qu'il se montrait humain envers la population. Il y a eu un rapprochement mutuel. Ça s'est fait pas à pas sur plusieurs semaines, pendant lesquelles il a été mis hors circulation, pour ainsi dire, dans une maison à proximité de la villa dans laquelle il était stationné. C'est à ce moment-là qu'il a été déclaré disparu par l'armée allemande. Ce rapprochement est le fruit d'une conjoncture aussi heureuse qu'étonnante. C'est une rencontre entre deux cultures opposées et pas seulement en raison des nationalités. D'un côté, il y avait ces communistes radicaux et révolutionnaires, et de l'autre, un bourgeois de Brême qui avait mené jusque-là une vie tranquille. C'est un bel exemple de la résistance en Italie. Des personnalités très différentes ont réussi à s'unir pour réaliser ensemble quelque chose d'unique et d'historique. Vous, les jeunes, vous avez une grande responsabilité envers votre pays. Vous votez. Je vous remercie pour tout. Heinz Brauers a également dû assister à des crimes horribles perpétrés par son unité à l'été 1944. Les souvenirs l'ont hanté pour le restant de ses jours. Il en parlera même à ses enfants.
Les attaques de partisans se multipliaient en Italie du Nord et les unités allemandes étaient chargées de les neutraliser. Comme mon père l'a formulé un jour, la mission était de buter des partisans. Mais il a pris soin de nous dire que lui-même n'avait jamais tué quelqu'un. Il considérait les Italiens comme un peuple innocent et intègre. Il était contre cette répression féroce. Et il n'a jamais compris pourquoi elle avait été mise en œuvre. Le musée de la Résistance à Turin raconte cette répression en détail. Les crimes commis par les fascistes contre la population civile, les pillages, les tortures et les exécutions arbitraires. Pour le policier SS Heinz Brauers, c'en est trop. À l'automne 1944, il se rend dans un café pour rencontrer Alvaro Camosso, qui commande une brigade de partisans. Peu de temps après, il tombe dans un guet-apens et se fait arrêter par des résistants. Son fils pense que tout cela était prévu. D'après les documents officiels, nous savons qu'il a été interpellé par Alvaro Camosso à la suite d'une opération allemande à Turin qui a mal tourné. Le commandant a dit à ses hommes « Sauvez-vous, chacun pour soi ». Et juste à ce moment-là, comme par hasard, des partisans sont apparus. Mon père et son camarade Hans Jürgens ont été amenés dans le véhicule d'Alvaro. Ils ont eu une conversation et mon père, comme son camarade, a déposé son fusil sur la banquette arrière, mais en disant « Je dépose mon fusil, mais mon pistolet reste à ma ceinture ». Il s'est mis à son service, mais d'égal à égal, comme on dit. Ainsi, en novembre 1944, Heinz Brauers et son ami rejoignent officiellement les rangs de la brigade communiste Leo Lanfranco. Tout cela est bien documenté. Et pourtant, des questions restent ouvertes. Barbara Beruti, professeure d'histoire à l'université de Turin, propose quelques pistes d'explication. Son récit est tout à fait plausible, surtout lorsqu'on connaît la situation à la fin de l'automne 1944. Il y avait certainement une grande lassitude. La guerre touchait à sa fin. Votre père était en Italie depuis septembre 1943 et le conflit devait lui sembler interminable. On voit très bien comment lui et d'autres ont pu lentement prendre leur distance avec ce qui se passait. Votre père et Camosso s'entendaient probablement bien et Camosso avait compris qu'il pouvait être utile à la brigade. Donc, le facteur humain, la relation particulière entre ces deux individus a joué un rôle fondamental. Brauers pouvait contribuer de manière très concrète à la résistance piémontaise. Tandis que Brauers rejoint les partisans à Turin, Rudolf Jacobs s'apprête à diriger une action de guérilla. Au petit matin du 3 novembre, il va descendre de Canepari pour attaquer un hôtel où logent des fascistes italiens dans la petite ville côtière de Sarzana. C'est une mission suicide. Son commandant tente de l'en dissuader, mais Rudolf Jacobs, qui n'a jamais combattu avec une arme de sa vie, ne veut rien entendre. Vêtus d'uniformes allemands, les hommes passent inaperçus et rallient sans encombre Sarzana, située à une dizaine de kilomètres. À l'approche de l'hôtel, Jacobs prend la tête du groupe et lance l'assaut. Mais son arme s'enraye alors que les fascistes ouvrent le feu.
Jacobs est mortellement blessé. En raison de son uniforme allemand, les autorités supposeront qu'il a été tué par les partisans, comme l'indique son acte de décès. Mais ses camarades de Canet-Paris savent ce qu'ils lui doivent. Printemps 1945. Walter Fischer est toujours avec les partisans de Rollo. Il est apprécié, réputé pour son courage et participe à beaucoup d'opérations dangereuses. Il s'est lié d'amitié avec le commandant du groupe. Le 15 avril 1945, quelques jours seulement avant la libération du pays, sa brigade revient d'un affrontement avec des troupes fascistes. Non prendi indulgenza. No, no. À la tombée du soir, le groupe se disperse pour passer la nuit. Une poignée d'hommes se cache dans une ferme non loin de Rollo. C'est dans cette ferme que se trouvaient le 15 avril 1945 des partisans de la brigade Aldo. Ils revenaient d'une attaque menée contre la caserne Gonzaga. Dans la nuit, la ferme a été encerclée par les brigades noires de Modène, qui ratissaient les environs. Les fascistes ont promis de leur laisser la vie sauve s'ils se rendaient. Les partisans sont sortis et ont été exécutés derrière la grange. Votre père était présent aux funérailles qui ont été organisées quelques jours plus tard à Rollo pour ces pauvres hommes. Il y a des photos où on le reconnaît bien. Sur la stèle, on a inscrit les noms de guerre des victimes. Zorro, Jim, Lauri, Bobby, Carnera et Russo. Voilà leur histoire. Je vous lis le texte. Unis dans la lutte comme dans le sacrifice suprême, pour un monde de justice et de liberté, ils ont été sauvagement massacrés le 15 avril 1945. Ils ont contribué à libérer le pays, mais sans en bénéficier eux-mêmes. À la libération de Rollo, quelques jours plus tard, une grande procession est organisée en hommage aux partisans assassinés. C'est à Walter Fischer que revient l'honneur de porter la couronne mortuaire. La libération de Turin à la fin du mois d'avril 1945 est suivie de 4 jours de célébration. On reconnaît Heinz Brauers aux côtés de son commandant Alvaro Camosso dans une voiture décapotable sur 2 cartes postales d'époque. La première a été envoyée par Brauers à ses 2 sœurs. Il signe en tant que garibaldien patriote italien. La seconde est d'Alvaro qui écrit « 1er mai 1945 au fidèle Heinz, Alvaro Camosso ». La guerre est enfin terminée, mais pour Heinz Brauers, le temps des incertitudes commence. On connaît peu de choses de ses activités dans les mois qui suivent. Hans Brauers sait qu'Alvaro Camosso est intervenu pour qu'il soit hébergé dans un monastère.
Parmi les photos que son père avait conservées, on le voit aux côtés des moines. Heinz Brauers va rester plus d'une année dans ce monastère où il travaille comme jardinier. À l'automne 1946, il retourne finalement en Allemagne, non sans une certaine appréhension. Il a entendu dire qu'il n'était pas le bienvenu en tant qu'ancien partisan, contrairement aux nombreux criminels de guerre qui ont repris leur vie d'avant comme si de rien n'était. L'histoire de la poursuite des crimes nazis dans l'après-guerre est aussi une histoire de l'absence de poursuite. En ce qui concerne les crimes et les massacres commis en Italie, il n'y a pratiquement eu aucune poursuite. Il y a seulement eu 3 ou 4 procès en Allemagne, pour une seule condamnation effective. Il parlait souvent de tous ces vieux cons, comme il les appelait. Ceux qui étaient tranquillement passés du régime nazi au nouveau système. Il était écœuré de constater que ces vieux cons s'en sortaient mieux dans leurs nouvelles fonctions que tous ceux qui avaient refusé de se rallier au slogan d'Hitler. C'est la réalité de l'Allemagne de l'Ouest de la fin des années 50. On est dans une forme de continuité historique. Il n'y a pas de réparation. Certains déserteurs perdent même leurs droits civiques. Ce n'est que dans les années 2000 que les victimes de la justice militaire nazie ont été entièrement réhabilitées. L'injustice s'est perpétuée pendant des décennies. Ça a été très dur pour les déserteurs qui sont revenus en Allemagne, c'est-à-dire en Allemagne de l'Ouest, parce que ce n'est pas du tout la même histoire à l'Est, en RDA. Ce qu'ils avaient fait n'était pas reconnu. Au contraire, on les considérait presque comme des traîtres à la patrie. Ce qui explique que la plupart aient choisi de garder leur histoire pour eux. De retour en Allemagne, Heinz Brauers s'enregistre auprès de l'administration, mais ne raconte pas tout ce qu'il a fait en Italie. Comme il était déjà policier avant la guerre, il a réintégré les services. Il avait très peur de se faire radier si on apprenait qu'il avait déserté et qu'il était passé dans l'autre camp. Avoir changé de camp et déserté restait puni par la loi. Walter Fischer veut également rester en Italie. Ses camarades parviennent à convaincre l'Association nationale des partisans de prendre en charge les frais pour qu'il puisse étudier à l'Académie des Beaux-Arts de Modène. Walter Fischer peut enfin réaliser son rêve. Le directeur de l'Académie a retrouvé des documents d'époque. On va voir ses résultats. Aïe. On dirait un gros registre de classe. C'est exactement ça. Certainement celui de sa promotion. En effet, oui. Là, Walter Fischer, et ici, les parents. Tout y est. Les données personnelles de Walter Fischer, ses notes, et même les reçus des paiements effectués par l'Association des partisans. C'est super que vous ayez gardé ça. Incroyable. À l'issue de ses études, Walter Fischer est face à un dilemme.
D'après les documents, je sais qu'il aurait aimé rester ici, mais ce n'était pas possible. Il l'a d'ailleurs raconté lui-même. Les prisonniers italiens qui sont revenus d'Allemagne vouaient une haine terrible envers tout ce qui était allemand. Peu importe qu'on ait été partisan ou soldat de la Wehrmacht. Ce sont même ses anciens camarades de lutte qui lui ont conseillé de quitter le pays, parce que la situation devenait trop dangereuse. C'est pour ça qu'il est rentré à Chemnitz, où il s'est fait enregistrer. Il a été profondément déçu par la situation en Allemagne. Ça transparaît dans les lettres qu'il écrit à Agostino Nasi. Nous sommes les perdants, nous avons provoqué cette guerre, nous ne méritons pas mieux. C'est aussi pour ça qu'il a essayé, d'après ce que je sais, de revenir en Italie plus tard, avec son épouse et ses 2 enfants. C'était son désir le plus cher. Mais malheureusement, il n'a jamais pu y retourner. Walter Fischer a néanmoins laissé de nombreuses traces à Rollo. Ses peintures sont omniprésentes et appréciées, que ce soit dans les maisons des particuliers ou à l'hôtel de ville. Soyez les bienvenus. Voici Joachim Fischer. Il aimerait voir les tableaux de son père. Bien sûr. Venez. C'est parti. Je suis content d'être là. dato in deposito permanente e quindi c'è la lettera che questo era della Celui-ci nous a été donné il y a 2 ans seulement, 2 anni fa par une dame qui l'avait hérité de ses parents. dai genitori. Das ist vor 2 Jahren angekommen. Ed è un'acquerello. C'est une aquarelle qui date de l'après-guerre. E raffigura una casa. Il a logé quelque temps dans cette maison à la campagne. Ospitato, Walter. Dans l'encadrement de porte, c'est la fille de ses hôtes. Casa. Il logeait dans cette maison après la guerre. Ce tableau était peut-être une manière de remercier ses hôtes pour leur accueil. Für die Gastfreundschaft, indem seine Bilder verschenkte. Très intéressant. Celui-ci appartenait à Agostino Nasi. Sa famille l'a légué à la ville après sa mort. Famiglia. Ce tableau était chez Agostino Nasi. Il date de 1972. 1972, exactement. Ai tempi lontani aus alten Zeiten. Souvenir d'un temps lointain de la part de ton ami Walter, 1972, Karl-Marx-Stadt. C'est passionnant. Je remercie la commune de Rollo de conserver ses œuvres. Für uns ist nach wie vor auch Walter Fischer eine wichtige Walter Fischer reste une figure importante pour nous, même pour ceux qui ne l'ont pas connu. Lange andauernde Il a entretenu des liens durables avec Agostino Nasi, qui incarnait la conscience morale de notre communauté. C'était le sage, le dépositaire de notre mémoire collective. Du fait de leur longue amitié, une partie de son prestige a rejailli sur Walter Fischer. C'est génial. À Rollo, il est omniprésent à l'hôtel de ville. Il y a un autoportrait accroché face au fauteuil du maire, dans son bureau, et il y a plusieurs tableaux dans la grande salle du conseil municipal. C'est très impressionnant. Et je me dis, waouh, c'est ton père. Il a laissé énormément de traces ici. Des traces qu'il n'a pas du tout laissées en Allemagne. C'est très étonnant. Tandis que la famille de Rudolf Jacobs pense qu'il a été tué par les partisans, comme l'indique son acte de décès, les habitants de Sarzana célèbrent un héros. Au lendemain de la libération, il est inhumé dans la crypte du mémorial des partisans, au même titre que ses camarades italiens. À la fin des années 1950, le maire de Sarzana retrouve la trace de la famille de Rudolf Jacobs. Invité en Italie, sa veuve et ses enfants apprennent enfin toute la vérité sur sa mort.
Mais en Allemagne, cette vérité doit rester cachée. Mon père m'a raconté que le sujet était tabou parce que ma grand-mère avait peur de perdre sa retraite de veuve de guerre. Elle en avait absolument besoin pour vivre puisqu'elle devait élever seule ses 2 fils. Donc, pour être sûr que personne n'en parle à l'extérieur par inadvertance, on faisait comme si ça n'existait pas. Sans retraite, de quoi aurait-elle vécu? La situation est différente en RDA. Le partisan allemand Walter Fischer y est considéré comme un héros de la lutte antifasciste. Il existait en RDA une association des persécutés du régime nazi. Quand on était officiellement reconnu comme persécuté, on jouissait d'un certain statut politique. On bénéficiait de privilèges, on était quelqu'un à part. Une de mes tantes, c'est-à-dire une des sœurs de mon père, m'avait dit un jour « Si tu postules quelque part et que tu donnes ton CV, n'oublie pas de mentionner ce qu'a fait ton père. » J'ai très facilement obtenu une place à l'université, par exemple. Ça ouvrait des portes. Avoir un père qui avait été persécuté par le régime nazi, c'était quelque chose. Des hommages sont également rendus à Rudolf Jacobs. Mais dans un premier temps, seulement en Italie. Cette stèle en mémoire de Rudolf Jacobs a été posée le 29 novembre 1953. Comme ça se faisait à l'époque, la municipalité a voulu placer la stèle à l'endroit exact où il avait été tué. On procédait de la même manière pour tous les partisans. Ceci afin que les citoyens de la ville ne les oublient jamais. En plus de ça, Rudolf a été nommé citoyen honoraire de Sarzana à titre posthume. En fait, je suis déjà venue ici. J'avais 18 ans. Il y avait beaucoup de gens en cercle autour de moi. Plusieurs personnes âgées se sont approchées de moi, les larmes aux yeux. Elles sont venues me remercier, moi, parce qu'elles n'avaient pas pu dire merci à mon grand-père. Et elles étaient heureuses de pouvoir le faire maintenant. C'était extrêmement émouvant. Je l'oublierai jamais. Elles étaient tellement émues et soulagées de simplement pouvoir me dire merci. Depuis quelques années, sa ville natale de Brême lui rend également hommage. Dans son ancien lycée, un projet d'élèves se consacre à la conservation de sa mémoire en organisant des voyages à Sarzana et en invitant ses descendants. Vous avez de super t-shirts. Je suis la petite fille de Rudolf Jacobs et voici mon beau-fils qui représente donc la génération suivante. Un jour, il a pris sa décision. Regardez, sur cette photo, on le voit sur le balcon, avec le commandant Reit, son supérieur. Ils étaient plutôt bien lotis, la vie était confortable, ils mangeaient ensemble, ils avaient leur cuisine. Mais mon grand-père était aussi au courant des massacres. Et je pense qu'à ce moment-là, il a pris la décision de partir. Et que la possibilité s'est présentée. Même si on sait plein de choses sur le sujet, ça reste inimaginable et on espère ne jamais être dans cette situation. Il a su distinguer le bien du mal. C'est un bon exemple pour nous rappeler à quel point c'est important. Même si c'est un cas extrême et qu'on doit le payer de sa vie. L'histoire de Rudolf Jacobs et celle de tous les partisans devraient encourager les gens à se battre pour la justice, pour les droits de l'homme, peu importe les obstacles.
L'héritage de mon grand-père a parfois été lourd à porter pour moi. On se dit, ok, j'ai comme modèle ce grand-père si grand. Qu'est-ce que ça veut dire pour ma propre vie? Qu'est-ce que je dois faire de cet héritage? Si je pouvais l'interroger aujourd'hui, je lui demanderais « Pourquoi tu en as si peu parlé? Pourquoi tu ne m'en as pas dit plus? J'aurais peut-être eu une autre image de toi. » Je suis certain que notre relation n'aurait pas été la même. J'aurais aimé que mon père et Johanna, ma mère, fassent leur vie en Italie. Je pense que ça aurait été le choix le plus approprié. Mon père aurait été plus heureux, j'en suis certain. Ça lui aurait enlevé un poids. Et il aurait été plus joyeux. Moi, je l'ai souvent vu renfermé et mélancolique.